Le direct s'est interrompu en pleine phrase. Un correspondant posté près de Manama décrivait l'horizon qui s'embrasait au-dessus des eaux du golfe Persique. Et soudain, plus rien. Silence radio pendant 4 minutes. Puis les premières images sont arrivées. Un porte-avions américain venait d'ouvrir le feu en représailles. Et en quelques heures à peine, le monde a basculé dans ce que tout le monde redoutait depuis des décennies. Tout a commencé peu après 2 heures du matin, heure locale, dans le désert d'Anbar. La base aérienne d'Ain al-Assad, en Irak, a tremblé sous une première salve de missiles balistiques iraniens. Les capteurs américains ont détecté 11 projectiles lancés depuis le territoire iranien, certains identifiés comme des Fateh 110 à courte portée, d'autres comme des missiles à moyenne portée, capables de frapper des cibles à plus de 1300 km. Les sirènes ont hurlé, les soldats se sont précipités vers les bunkers en béton renforcé, et pendant que la terre tremblait, personne ne savait encore si c'était le début d'une frappe limitée ou le prélude à quelque chose de bien plus vaste. 40 minutes plus tard, une deuxième vague a visé la base d'Al-Udeid, au Qatar, quartier général avancé des forces américaines dans la région et point névralgique du commandement aérien. Cette fois, des drones Shahed 136, ces engins bourdonnants surnommés « mopeds volants » à cause de leur bruit caractéristique, ont été envoyés en essaim, accompagnés de missiles de croisière. Les systèmes de défense anti-aérienne Patriot et THAAD ont intercepté la majorité des projectiles, mais 2 drones ont atteint un hangar de maintenance, provoquant un incendie qui a duré plus de 3 heures. Puis, ce que les analystes redoutaient par-dessus tout s'est produit. Le commandement de la 5e flotte américaine, basée à Manama, à Bahreïn, a signalé des tirs de roquettes courte portée depuis des vedettes rapides des gardiens de la révolution islamique, ces embarcations légères qui patrouillent habituellement le détroit d'Ormuz. 3 marins ont été blessés. Un patrouilleur a subi des dégâts sérieux à la coque. En quelques heures, 3 bases américaines majeures avaient été frappées simultanément, un scénario que les services de renseignement occidentaux évoquaient depuis des mois comme le pire cas de figure possible. C'est à ce moment précis que le président des États-Unis est apparu, en direct, depuis la Maison-Blanche, le visage tendu, la voix posée mais tranchante. Il a déclaré que l'Amérique avait été contrainte de répondre, que ces attaques coordonnées contre des installations et des vies américaines ne pouvaient rester sans réponse, et qu'il autorisait désormais une opération militaire directe contre le régime iranien. Ces mots ont marqué, selon tous les observateurs présents, le point de non-retour. Ce n'était plus une escalade contenue, ni des frappes ciblées et symboliques comme celles qu'on avait connues par le passé. C'était l'entrée officielle dans une guerre ouverte entre les 2 puissances. Et vous, à la place de ce président, qu'auriez-vous fait? Céder à la pression de l'opinion publique et frapper immédiatement, ou tenter encore une médiation de la dernière chance, au risque de paraître faible face à des bases en flammes et des soldats blessés? La réponse militaire américaine n'a pas tardé. Moins de 2 heures après l'allocution présidentielle, des chasseurs F-35 ont décollé depuis le porte-avions USS Gerald R. Ford, positionné en mer d'Oman, direction les installations des gardiens de la révolution islamique près de Bandar Abbas. Simultanément, des F-16 basés à Al-Udeid, malgré les dégâts subis quelques heures plus tôt, ont mené des frappes de précision sur des sites de lancement de missiles identifiés dans la province du Khouzestan. Les radars de défense aérienne iraniens, notamment les systèmes Bavar 373, censés rivaliser avec les S-400 russes, ont tenté d'intercepter les appareils, sans grand succès selon les premiers rapports du Pentagone. Le groupe aéronaval mené par l'USS Gerald R. Ford, accompagné de plusieurs destroyers de classe Harley-Burke, équipés du système Aegis, s'est positionné en formation de combat dans le golfe Persique. Ces destroyers ont lancé des missiles Tomahawk contre des dépôts de carburant et des centres de commandement des gardiens de la Révolution près de Boucher. En retour, l'Iran a mobilisé ses propres vedettes rapides et, selon des sources militaires non confirmées officiellement, aurait tenté de faire naviguer un ou plusieurs sous-marins de classe Kilo dans les eaux profondes du détroit d'Ormuz, cherchant à menacer les voies de ravitaillement pétrolier. Le détroit d'Ormuz, ce goulet stratégique par où transite près de 20% du pétrole mondial, est devenu en quelques heures le théâtre d'affrontements navals directs. Des vedettes iraniennes armées de missiles anti-navires Nour
ont tenté une approche rapide vers un destroyer américain, provoquant une riposte immédiate des systèmes de défense rapprochés Phalanx. 2 vedettes iraniennes ont été détruites, un incident que Téhéran a immédiatement qualifié de crime de guerre, dans un communiqué officiel diffusé par la télévision d'État. Pendant ce temps, à Téhéran, la vie basculait elle aussi dans l'angoisse. Les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs quartiers de la capitale iranienne pour la première fois depuis des années. Des familles entières se sont précipitées vers les stations de métro reconverties en abris, emportant avec elles couvertures et bidons d'eau, comme si le temps avait reculé de plusieurs décennies. Une mère de famille, interrogée par une chaîne locale, serrant ses 2 enfants contre elle dans l'obscurité d'un abri souterrain, a simplement dit qu'elle ne comprenait pas comment, en une seule nuit, sa vie ordinaire avait basculé dans la peur d'un bombardement. Cette scène, aussi lointaine soit-elle géographiquement, résonne avec quelque chose de profondément humain. Cette angoisse universelle de protéger ceux qu'on aime quand le monde autour de nous semble s'effondrer sans prévenir. De l'autre côté, sur les bases américaines du Golfe, l'ambiance n'était pas moins tendue. De jeunes soldats, certains à peine sortis de l'adolescence, envoyaient des messages à leurs proches restés aux États-Unis, ne sachant pas s'ils pourraient recommuniquer le lendemain. Un officier basé à Al-Udeid a confié, sous couvert d'anonymat, que l'attente entre 2 alertes était presque pire que l'attaque elle-même, cette sensation de ne jamais savoir quand viendrait le prochain missile. Qui porte réellement la responsabilité de cette escalade? L'Iran, en frappant en premier des bases américaines, ou Washington, par des années de pression, de sanctions et de présence militaire jugée provocatrice par Téhéran? La question divise les experts autant que l'opinion publique, et sans doute n'existe-t-il pas de réponse simple. Les développements se sont enchaînés à une vitesse vertigineuse durant les 24 heures qui ont suivi. Le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé le lancement de missiles balistiques à moyenne portée, des Khorramshahr 4, capables, selon Téhéran, de transporter des charges lourdes sur plus de 2000 km, visant cette fois directement des installations pétrolières dans la région, dans une tentative manifeste de faire grimper la pression économique mondiale. Une raffinerie proche de Ras Tanura, en Arabie Saoudite, a signalé des dégâts collatéraux à ses infrastructures, provoquant une contamination limitée, mais suffisante pour alarmer les marchés. En réponse, des bombardiers américains, appuyés par des ravitailleurs en vol stationnés à Diego Garcia, ont mené une série de frappes contre des installations pétrolières iraniennes situées sur l'île de Kharg, principal terminal d'exportation du pays. Les images satellites, diffusées quelques heures plus tard, montraient des colonnes de fumée noire s'élevant à plusieurs kilomètres d'altitude. Le message était clair. Si l'infrastructure énergétique devenait une cible légitime pour l'un, elle le deviendrait aussi pour l'autre. Les marchés financiers mondiaux ont réagi avec une brutalité qui a surpris même les analystes les plus pessimistes. Le prix du baril de Brent a bondi de plus de 22% en une seule séance, franchissant la barre symbolique des 130 $, un niveau plus vu depuis des années. Les bourses asiatiques ont ouvert en chute libre, entraînant dans leur sillage les places européennes puis américaines. Les investisseurs, pris de panique, se sont rués vers les valeurs refuges traditionnelles, l'or atteignant des sommets historiques en quelques heures à peine. Pour beaucoup de gens ordinaires, en France comme ailleurs, cette flambée des prix de l'énergie n'était pas qu'une abstraction financière lointaine. C'était déjà, dans les têtes, le spectre d'une facture de carburant ou de chauffage qui allait encore grimper, cette inquiétude sourde et familière qui touche chaque foyer quand les crises internationales viennent frapper directement le porte-monnaie. Sur le plan diplomatique, les réactions n'ont pas tardé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence, une session tendue où les représentants américains et iraniens se sont accusés mutuellement d'avoir déclenché l'irréparable. Le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel solennel à la retenue, avertissant que le monde se trouvait à un doigt d'une conflagration régionale aux conséquences imprévisibles. La Russie, alliée traditionnelle de Téhéran, a dénoncé ce qu'elle a qualifié d'agression américaine préméditée, tout en annonçant le renforcement de sa présence navale en Méditerranée orientale, sans toutefois s'engager militairement aux côtés de l'Iran. La Chine, de son côté, a exprimé une profonde préoccupation concernant la sécurité de ses approvisionnements énergétiques
transitant par le détroit d'Ormuz, rappelant que près de la moitié de ses importations pétrolières passaient par cette voie désormais transformée en zone de guerre. Du côté des alliés occidentaux, les chancelleries européennes ont multiplié les appels au calme. Plusieurs pays membres de l'OTAN, tout en réaffirmant leur solidarité de principe avec Washington, ont exprimé en privé une inquiétude réelle face au risque d'un embrasement généralisé qui pourrait, redoutent certains diplomates, contraindre l'Alliance à s'impliquer davantage si des bases européennes ou des intérêts communs venaient à être visés. Les monarchies du Golfe, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en tête, se sont retrouvés dans une position particulièrement délicate, hôtes de bases américaines, mais voisines directes de l'Iran, craignant plus que quiconque de voir leur territoire transformé en champ de bataille par procuration. Le monde est-il réellement prêt à un affrontement militaire direct entre deux puissances de cette envergure? Ou sommes-nous en train d'assister, impuissants, à un engrenage que plus personne ne semble capable d'arrêter? Dans les états-majors, à Washington comme à Téhéran, l'atmosphère devenait électrique. Des sources proches du Pentagone évoquaient déjà, sous couvert d'anonymat, des scénarios d'escalade supplémentaires, incluant le déploiement possible de systèmes d'armement plus avancés encore, sans toutefois confirmer officiellement de quoi il s'agissait précisément. Des rumeurs, difficiles à vérifier, circulaient sur les réseaux concernant un possible renforcement de l'arsenal balistique iranien avec l'appui technique de partenaires étrangers, alimentant les craintes d'une internationalisation rapide du conflit. Ces bruits, même invérifiés, suffisaient à faire grimper d'un cran supplémentaire la tension déjà extrême qui régnait dans les salles de commandement des deux côtés. Sur le terrain, les opérations terrestres ont également commencé à se dessiner. Des unités de forces spéciales américaines, appuyées par des blindés légers, ont été positionnées près de la frontière irako-iranienne, en soutien logistique aux frappes aériennes, sans franchir pour l'instant la ligne d'une invasion terrestre ouverte. De leur côté, les forces iraniennes ont renforcé leur position le long des côtes du Golfe, déployant des batteries de missiles anti-navires supplémentaires et mobilisant des unités de la garde révolutionnaire dans plusieurs provinces frontalières. Le bilan humain, encore provisoire à ce stade, donnait déjà le vertige. Du côté américain, le Pentagone reconnaissait officiellement 7 soldats tués et 34 blessés lors des frappes initiales sur les bases d'Aïn al-Assad et d'Al-Udeid, ainsi que 3 marins blessés lors de l'incident naval à Bahreïn. Du côté iranien, les autorités évoquaient des pertes bien plus lourdes parmi les gardiens de la Révolution, avec un bilan préliminaire dépassant les 40 morts suite aux frappes américaines sur les sites de lancement et les installations pétrolières, sans compter les victimes civiles collatérales dans les zones urbaines proches des cibles militaires, un chiffre que les organisations humanitaires peinaient encore à établir avec précision tant la situation évoluait vite sur le terrain. Ces chiffres, aussi froids soient-ils sur le papier, cachent des visages, des familles, des vies brisées en une nuit. Derrière chaque statistique, il y a un père qui ne rentrera pas, une sœur qui attend un appel qui ne viendra jamais, des enfants qui grandiront avec le souvenir d'une sirène qui a changé leur monde à jamais. C'est peut-être là, plus que dans les communiqués officiels, que se joue la vraie mesure de ce qui est en train de se passer. À mesure que les heures passaient, la question qui obsédait chancellerie et opinion publique n'était plus de savoir si le conflit allait s'arrêter, mais jusqu'où il pourrait s'étendre. Des analystes militaires évoquaient la possibilité que d'autres acteurs régionaux soient entraînés dans la spirale, que ce soit par solidarité idéologique, par calcul stratégique, ou simplement parce que les lignes de front, dans une région aussi densément armée et interconnectée, ont toujours eu tendance à déborder bien au-delà de leur point de départ initial. Le président américain, dans une seconde intervention télévisée en fin de journée, a tenté de rassurer une opinion publique américaine partagée entre soutien patriotique et angoisse face à l'ampleur des événements. Il a affirmé que les opérations se poursuivraient aussi longtemps que nécessaire pour garantir la sécurité des troupes et des intérêts américains dans la région, sans toutefois fixer d'objectif final clair ni d'échéance précise, ce qui n'a fait qu'alimenter davantage l'incertitude ambiante. De son côté, le guide suprême iranien a promis dans un discours solennel, diffusé sur toutes les chaînes nationales, que chaque goutte de sang versée serait vengée, des mots qui résonnaient comme une promesse de poursuite du conflit
plutôt que comme une porte ouverte vers l'apaisement. Alors que la nuit tombait à nouveau sur le golfe Persique, les radars continuaient de scruter le ciel. Les équipages restaient en alerte maximale sur les porte-avions et les bases aériennes. Et dans les rues de Téhéran, comme dans les baraquements américains, des millions de personnes s'endormaient ou tentaient de le faire avec cette même question lancinante. Que réserverait le lendemain? Personne, ni les stratèges du Pentagone, ni les généraux des gardiens de la Révolution, ni les diplomates réunis en urgence à New York, ne semblaient en mesure de répondre avec certitude. Ce qui avait commencé comme une série de frappes ciblées s'était transformé, en l'espace d'une seule journée, en un affrontement ouvert entre deux puissances, avec ses porte-avions, ses missiles balistiques, ses sous-marins tapis dans les profondeurs et ses populations civiles prises au piège d'un engrenage qu'elles n'avaient pas choisi. Ce que cette nuit a révélé, au-delà des chiffres, des cartes militaires et des communiqués officiels, c'est à quel point la ligne entre la paix fragile et le chaos généralisé peut s'effondrer en quelques heures à peine, sans que personne, sur aucun des deux camps, n'ait vraiment de plan pour ce qui vient après. Le détroit d'Ormuz reste bloqué, les marchés tremblent encore, les familles à Téhéran comme sur les bases du Golfe continuent de compter les heures dans l'incertitude, et le monde entier retient son souffle, suspendu à la prochaine décision, au prochain missile, au prochain mot prononcé depuis la Maison-Blanche ou depuis Téhéran. Personne ne sait aujourd'hui si cette nuit restera dans l'histoire comme le point de bascule vers un conflit encore plus vaste, ou comme le sommet douloureux d'une crise qui, peut-être, finira par refluer. Ce qui est certain, c'est que rien, désormais, ne pourra plus jamais être comme avant.